L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Voilà Bruno Leroux avec Mickaël. Avant cette intervention, on faisait la liste de tout ce qui était en train d'arriver, les 3 millions de chômeurs, les plans sociaux, peut-être une guerre au Mali, la bataille avec les Verts, les manifestations quand même peut-être inquiétantes qui existent à Madrid et qui pourraient s'importer en France contre justement la rigueur. Et puis cette petite affaire, alors qui vous concerne, en tout cas qui concerne le milieu parlementaire, on a lu dans les journaux ces derniers jours qu'il y avait des accusations, disons, pour employer un grand mot qui ne l'est pas, mais de népotisme contre Claude Barthelone parce qu'il avait engagé son épouse comme conseillère et Lionel Lucas, que vous connaissez, l'UMP, n'arrête pas de tweeter toute la journée en disant « bonne nouvelle pour le chômage ». Alors, népotisme ou rien à signaler ? Ça peut pas être anodin quand il s'agit de l'épouse du président de l'Assemblée nationale, et pour autant, il faut regarder les choses réellement. Véronique, il travaillait avec elle auparavant et il travaillait avec elle avant qu'elle devienne son épouse. Et donc, il y a là quelque chose qui n'est pas une affaire et qui n'a aucune signification. Et attention. C'est pas une surprise, mais est-ce que dans le climat actuel, c'est pas une erreur ? Non, je ne crois pas que ce soit une erreur. Je crois qu'à un moment... On baisse le budget, on enlève les avantages acquis... Mais c'est une collaboratrice, et elle était sa collaboratrice, et elle reste sa collaboratrice, et elle travaille réellement. Et s'il fallait demain regarder, si à chaque fois qu'il y a une embauche, et notamment quand il y a des liens qui sont des liens familiaux, il y a un travail réel. Je crois que tout le monde devrait réfléchir à cela et faire véritablement est-ce que vous avez le sentiment son qu'à travail. l'Assemblée, ça peut devenir une affaire ou pas ? Non, je crois que ça ne deviendra vous y êtes pas toute une la affaire. Journée, c'est vrai. Non, ça ne deviendra pas une affaire, ça je peux vous le dire, tout simplement parce que chacun va se rendre compte que dans les responsabilités qu'elle avait auparavant, elle travaillait, et elle travaillait de bonne façon, et que là, elle va remplir un vrai travail avec le président de l'Assemblée nationale. Bruno Leroux, le président de l'Assemblée, hier, a annoncé quelques mesures pour plus de transparence. Reste les indemnités des députés, eh bien, il n'y aura pas de contrôle concernant ces indemnités. Est-ce que les députés ont eu gain de cause sur cette affaire ? Non, vous avez tort, il y aura un contrôle. Il y aura un contrôle. Claude Barthelone a annoncé qu'il allait y avoir un déontologue nouveau qui allait être nommé, que ce déontologue devait avoir la charge d'évaluer si l'enveloppe était une enveloppe bien utilisée, s'il fallait mettre en place des moyens de contrôle au sein de l'Assemblée nationale. Et donc, ce qu'a dit Claude Barthelone, c'est qu'il y avait une impossibilité, mais une impossibilité qui est due à nos institutions, à ce qu'on appelle la séparation entre l'exécutif et le pouvoir législatif, à ce qu'il y ait un contrôle tel qu'il peut s'opérer normalement par ailleurs. Mais il y aura bien entendu un contrôle interne à l'Assemblée. Réticents, en tout cas, est-ce qu'il y a un contrôle sur cet argent ? Mais la réticence n'était pas sur le contrôle, elle était sur la forme du contrôle. Et la forme du contrôle, c'est vrai, donne une impossibilité à ce que ce soit ce qui semblerait évident. Par exemple, un contrôle par les services fiscaux. Eh bien non, s'agissant de l'Assemblée nationale, ce n'est pas possible. Est-ce que vous avez là le sentiment, ce matin, nous sommes en direct sur Radio Classique et Public Sénat, que d'une certaine manière, pour employer une métaphore, la maison brûle ? Quand François Hollande s'exprime à New York, eh ben en France, rien ne va plus. Je le disais tout à l'heure, les 3 millions de chômeurs, les plans sociaux, la bataille avec les Verts, le traité européen. Les éléments que vous avez cités, socialistes ne vont pas voter. Mais les éléments que vous avez cités sont de nature totalement différente. C'est vrai. Le président c'est une de la brochette, République, bien entendu. Mais dans la brochette, il y a des ingrédients qui sont de nature très différente. Prenons-les un par un, si vous voulez bien. D'abord, la situation internationale, elle est tendue. Elle s'est tendue ces dernières semaines. Et François Hollande a été, pour donner la position de la France, qui est une position, par exemple, que j'ai regardée attentivement. Nous sommes très très inquiets sur ce qui se passe au Mali. On intervient ou pas dans le Sahel. Je crois qu'il a donné les éléments. D'abord, il faut ne pas s'en désintéresser, bien entendu, mais faire en sorte que les États africains soient en situation d'agir dans le cadre d'un mandat international. Et la France ne peut pas être absente. Ensuite, s'il y a une prise de responsabilité, le Mali doit retrouver l'intégrité de son territoire. Mais absente où l'appui logistique ou les troupes ? Parce que ce matin, Libération, commence à dire qu'effectivement, on se prépare. Il y a deux niveaux, c'est-à-dire qu'il y a ce qui a été dit à la tribune et il y a ce qui s'écrit dans les journaux et qui se prépare peut-être en secret. Le président, en tout cas, a donné la position de la France, qui est une position de ne pas être en retrait par rapport à la capacité pour le Mali à reconquérir l'intégrité de son territoire. Donc on intervient. Mais donc on s'y prépare. Je ne peux pas vous dire la forme qui peut être une intervention de la France, mais si les États africains se mobilisent, s'il y a un mandat clair qui est donné par les instances internationales, je ne pense pas que la France puisse ne pas aider à la réalisation de ce mandat. Les moyens, il ne m'appartient pas de les donner. Je ne sais pas si nous interviendrons, si nous aiderons en matière de logistique, en matière de formation, en matière de renseignement. Les aides peuvent être diverses, mais nous ne pouvons pas nous désintéresser de cette situation. C'est évidemment pas l'arrière-pensée, mais il est souvent dit, écrit
que dans un contexte troublé, une guerre pour un chef d'État, c'est finalement une assez bonne chose. On se souvient de François Mitterrand avec ce qui s'est passé en Irak. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'à l'Assemblée, dans le contexte d'aujourd'hui, qu'un contingent militaire français se prépare à intervenir quelque part en Afrique, ça va bien passer? Ou est-ce que vous allez vous heurter à une nouvelle bataille droite-gauche? Mais là, la situation, elle est d'abord la capacité pour le Mali, je le redis, à retrouver son intégrité. Ça, on est d'accord. Et ce n'est pas un dossier dont la France peut se désintéresser, il a des incidences. La façon dont aujourd'hui une partie du pays est pris en main par des groupes qui n'ont pas simplement des visées territoriales, qui ont des visées en matière de terrorisme, qui peuvent demain toucher l'Europe, qui peuvent demain toucher la France. Et donc, si demain nous avons à intervenir, il faudra d'abord, bien entendu, que le Premier ministre, le ministre de la Défense viennent s'en expliquer devant l'Assemblée nationale. Il n'est pas question que ce soit fait dans un cadre qui ne soit pas expliqué, mais il y a aujourd'hui à l'Assemblée nationale une grande inquiétude sur la situation dans le Sahel et au Mali. Michael Zamès. Alors on parlait des niveaux économiques, 3 millions de chômeurs, des plans sociaux en cascade. Est-ce que c'est une semaine noire pour François Hollande? Mais c'est la suite. Vous savez, il y a toujours une inertie en politique. Les 3 millions de chômeurs dont vous nous parlez, nous en avons hérité. C'est toujours l'héritage, alors. Mais l'héritage, vous savez, la droite, il y a encore 6 mois, quand vous suiviez les questions d'actualité à l'Assemblée nationale, quand il y avait une question à M. Fillon ou à un de ses ministres, il faisait référence à Lionel Jospin entre 1997 et 2002. Et vous faites référence à Nicolas Sarkozy, donc on tourne en rond? Mais attendez, mais on ne tourne pas en rond, mais nous, 4 mois après, vous voudriez que nous ne fassions aucun référencement, aucune mention de la situation que nous avons trouvée. Je le dis souvent, l'élection présidentielle, qu'a-t-elle remis à zéro? Le compteur démocratique, un nouveau président, une nouvelle majorité. Mais moi, j'aurais souhaité que l'élection présidentielle, elle remette à zéro le compteur du chômage. Non, il y avait 3 millions. J'aurais souhaité qu'elle remette à zéro le compteur des déficits publics. Non, il y en a 1700 milliards. J'aurais souhaité qu'elle remette à zéro le compteur de la croissance. Non, il n'y a pas de croissance et nous en avons moins que les autres pays. Et donc, nous héritons d'une situation qui est dramatique. Et en matière de chômage, il y a une inertie. Les dispositifs ne donnent des résultats que quelques mois plus tard. Et nous mettons aujourd'hui en œuvre toute la panoplie et tout le dispositif qui va permettre de renverser. Les emplois d'avenir votés hier soir à l'Assemblée. Mais les emplois d'avenir ne suffisent pas. Mais les emplois d'avenir sont un premier dispositif. Mais dans le même temps, nous discutons avec les partenaires sociaux du contrat de génération. Et le plan compétitivité des entreprises est en train d'être préparé. Et la Banque publique d'investissement va venir en discussion dans les prochains jours. Et la discussion pour la sécurité des salariés dans l'entreprise, mais en même temps la capacité d'adaptation des entreprises, elle est aujourd'hui. Nous aurons voté d'ici la fin de l'année la panoplie de pas moins de 6 dispositifs qui permettront d'avoir une action contre le chômage. Dans le roux, Pierre Moscovici disait dimanche dernier, on ne touche pas la TVA sociale. Ça sera le cas aussi pour lutter contre la compétitivité? On a quelques doutes, visiblement. Sur le plan compétitivité, qui est en train d'être préparé en ce moment par Fleur Pellerin, Pierre Moscovici, Arnaud Montebourg, et qui va concerner les PME, dont on va déjà voir des premiers éléments dans le projet de loi de finances qui va être présenté vendredi, il n'est pas question d'augmenter, le débat de la TVA sociale ne va pas rentrer. Mais nous n'allons pas, si demain il y avait un débat à avoir sur de nouvelles sources de financement, d'ailleurs plutôt sur notre protection sociale, ce ne sera pas par une porte dérobée que nous aurons ce débat. Ça sera clairement devant les Français. Mais quelle porte? Quelle porte, c'est-à-dire? Mais justement, quelle porte vous allez ouvrir? Parce qu'il n'y a pas 500 possibilités. On choisit tous les matins les économistes sur Radio Classique, et il en vient souvent sur Public Sénat. Vous savez très bien qu'ils sont tous en train de s'interroger sur la viabilité de ce plan. Le plan, personne ne nie qu'il n'existe. Mais beaucoup de gens se disent, est-ce que fondamentalement ce plan va marcher? Mais c'est toujours, quand on fait un plan, c'est toujours la question que l'on se pose. Va-t-il marcher? Et nous avons la certitude qu'il va marcher. Nous avons même pris les engagements. Des engagements pris par le président de la République. Les 2 ans. Les 2 ans. Les 2 ans, ce n'est pas la fin d'un mandat. Nicolas Sarkozy avait dit à la fin de mon mandat, le chômage sera à 5%. Oui, mais si les économistes en doutent, vous connaissez... Vous parlez tout à l'heure... soyons calmes. Tout à l'heure, vous nous avez parlé effectivement des 3 chiffres reprochés à Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire le chômage, la dette et le commerce extérieur. Les économistes reprochent aujourd'hui 3 chiffres à François Hollande. Ils disent les 0,8% de croissance, les 3 millions de chômeurs, plus donc ce qui... J'ai tendance, monsieur Ils disent que cette équation ne tient pas debout. On ne peut pas tenir les 3% avec 0,8% de croissance, peut-être même 0. J'ai tendance, monsieur Durand, en regardant ce qui s'est passé toutes ces dernières années, j'ai tendance à penser que les économistes se trompent souvent un peu plus que les politiques. Nous sommes là pour
prendre nos responsabilités, faire en sorte d'agir avec le terrain. Nous écoutons, bien entendu, oui, mais ce que les disait avis. Mickaël était très important. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très bien de créer des emplois qui sont des emplois quand même qui sont financés par l'État, mais la grande question qui se pose est quand même la question de la compétitivité. Et là, vous dites on va ouvrir une porte, mais laquelle? Mais là, je ne suis pas d'accord avec vous. Les emplois que nous faisons aujourd'hui, qui sont financés par l'État, sont les emplois aidés et les contrats d'avenir. Mais pour ce qui est du contrat de génération, il s'agit d'un contrat à l'intérieur de l'entreprise, d'une réorganisation des aides que nous faisons aux entreprises pour qu'elles soient plus productives. Donc ce n'est pas des emplois aidés uniquement, c'est aider véritablement le tissu économique. Et pour le reste... il faut maintenir les 3%. Bien, oui, je crois que nous avons aujourd'hui, en même temps que nous voulons faire un budget qui est un budget de croissance et un budget de justice, et vous verrez, je dis que ces deux mots seront accolés au budget, il faut que ce soit un budget sérieux. Je ne suis pas partisan de faire comme la droite l'a fait pendant 5 ans, c'est-à-dire de dire qu'ils savent faire et en même temps de laisser courir tous les déficits et de mettre notre pays dans une situation qu'il n'a jamais connue. Vous avez beaucoup d'expérience politique. Est-ce que vous avez le sentiment que cette affaire des Verts n'est pas en train de faire des dégâts, j'allais presque dire à gauche, des dégâts sentimentaux? Tous les sondages montrent que plus personne, pardonnez-moi cette expression un peu vulgaire, ne peut les blairer. 70% des gens qui ont été interrogés sur les derniers sondages voudraient que les Verts quittent le gouvernement. Et c'est un sentiment partagé par beaucoup de gens de gauche. Ils ont déçu leur électorat et ils ont déçu ceux qui veulent la réussite du président de la République. Et ils vous ont déçu aujourd'hui? Ah ben, bien entendu, quand il y a une position qui n'est pas cohérente politiquement avec là d'où on vient, et là ce que l'on porte aujourd'hui, ce que l'on doit porter, quand je regarde le décalage qu'il y avait entre une position prise à Paris et la position des députés européens des Verts, tous unanimes pour porter la réorientation, pour dire que le chemin tracé par le président de la République est un chemin qui offre une nouvelle chance à l'Europe. C'est tenable? Mais c'est tenable parce que les ministres, eux, continuent à être solidaires de l'action gouvernementale. Parce que les ministres au gouvernement sont des bons ministres. Parce que Cécile Duflot, quand elle est sur le logement, elle est une bonne ministre. Et quand elle est en même temps sur la solidarité gouvernementale, il n'y a pas un papier, une feuille de papier. Mais je ne crois pas. Avec qu'elle change les Verts. Je pense que les Verts doivent à un moment donné, peut-être dans ce moment politique, faire preuve de plus de cohérence, quelqu'un dirait même de plus de maturité dans le moment où nous sommes. Est-ce que vous avez l'impression, parce que ça va être l'un de vos travaux, j'allais dire d'Hercule, que vous allez pouvoir réduire le nombre de députés socialistes qui s'apprêtent à ne pas voter ce traité? Parce que ça aussi, ça va être observé à la loupe. Bien entendu. Et c'est parce que ça va être observé à la loupe que j'essaye de les convaincre qu'il y a dans tout vote une part de conviction et une part de politique importante. La part de conviction, je leur dis qu'ils se trompent et qu'ils ont tort aujourd'hui de repousser ce traité pour les mêmes raisons qui les font repousser les traités depuis des années. Et ils sont une vingtaine, vous espérez en ramener à la raison combien? Je ne veux pas me mettre sur les chiffres, mais le plus possible. Je souhaite qu'il y ait que peu de députés, voire pas de députés qui votent contre. Alors, dernière question. Votre homologue hier au Sénat, François Rebsamen, a dit concernant le vote des étrangers aux élections locales, pas de précipitation, on pourrait même éventuellement le repousser après les municipales de 2014. C'est un changement de pied ou vous êtes d'accord avec lui? Ce qu'il a dit, c'est que nous n'avons pas de majorité aujourd'hui pour le faire. Et donc, il faut trouver la majorité. Et que si nous ne trouvons pas la majorité d'ici 2014, c'est-à-dire si, par exemple, à droite, on voulait nous bloquer pour mettre cette réforme en application dès 2014, ce que je souhaite. Mais si nous étions bloqués pour 2014, ça n'enlèverait pas la promesse. 2014 n'est pas la fin du quinquennat. Et si nous n'arrivons pas à le faire pour 2014, alors nous continuerons à essayer de le faire après. Et la droite qui appelle un référendum? Mais c'est totalement fou. Un référendum sur cette question, ce serait une libération de la parole sur ce qu'il y a de... Ce serait le débat sur l'identité nationale non maîtrisée. Et donc moi je suis pour écouter les Français. Je suis pour leur dire que si nous trouvons une majorité à l'Assemblée nationale, il faudra quand même leur donner des bons arguments. Car il semble aujourd'hui qu'ils ne soient pas favorables à cette mesure. Et donc il y a un travail d'explication qui n'est pas le passage en force. Merci beaucoup Bruno Leroux d'être venu ce matin sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Bonne journée à vous donc. Mickaël, on se retrouve demain.